Ce qui est fascinant avec les plus grands désastres militaires de l'histoire, c'est qu'au départ, presque personne ne les voit venir. Le plan initial semble solide et les chefs confiants. La victoire paraît acquise par avance et pourtant. L'expédition de Sicile. Nous sommes en 415 avant notre ère. Athènes est au sommet de sa puissance. En effet, elle domine la mer Égée, elle a bâti un véritable empire maritime. La confiance est telle que ses citoyens ont voté une décision audacieuse, celle d'envoyer une immense flotte en Sicile pour aider la ville de Ségeste contre sa rivale Sélinonte. Mais la vraie raison est bien plus ambitieuse. En fait, Athènes veut rallier les cités siciliennes, prendre Syracuse, la grande ville de l'île, mais surtout faire de toute la Sicile une zone d'influence athénienne. En effet, si ce plan réussit, Sparte, l'ennemi héréditaire, perdrait là un allié précieux. L'empire athénien s'en trouverait grandi encore. L'idée est séduisante et naturellement, l'Assemblée athénienne approuve la chose avec enthousiasme. Conséquence, une armada gigantesque pour l'époque est envoyée sur place. Environ 130 trirèmes, ces navires de guerre à 3 rangées de rameurs, plus de 5000 soldats d'infanterie lourde et des dizaines de navires de soutien. À leur tête, 3 généraux commandent, Alcibiade, qui a porté le projet, Nicias, qui s'y est toujours opposé, et un certain Lamachus. Or, les problèmes commencent immédiatement. Alcibiade est rappelé à Athènes, accusé d'avoir brisé des petites statues religieuses en forme de dieu Hermès, mais également d'avoir ridiculisé des rites sacrés. Mais plutôt que de rentrer et risquer d'être exécuté, il prend une décision stupéfiante. Et pour cause, il déserte et rejoint carrément Sparte, l'ennemi principal d'Athènes. Pire encore, il révèle tous les détails du plan sicilien à ses nouveaux hôtes. Sans surprise, Sparte réagit aussitôt. Elle envoie un général, Gylippe, en Sicile pour aider Syracuse à organiser sa défense. Dans le même temps, Lamachus est tué lors d'une opération mal conduite. Dès lors, Nicias, qui n'a jamais cru à cette expédition, se retrouve seul aux commandes d'une armée loin de chez elle, dans un territoire hostile, face à un ennemi désormais bien encadré et déterminé. Des renforts athéniens arrivent bien en 413, mais malgré cela, ils ne parviennent pas à prendre Syracuse, ni même à renverser la situation. Puis survient un événement aussi inattendu qu'absurde, qui scelle le destin de l'expédition, en l'occurrence une éclipse de lune. Les Athéniens, très attachés au présage, l'interprètent comme un mauvais signe et refusent de se retirer pendant 27 jours. Or, ce délai est fatal. Les Syracusains en profitent pour encercler la flotte athénienne dans le port et la détruire. Quant aux troupes qui tentent de s'échapper à pied, elles sont traquées et massacrées à leur tour. Ceux qui parviennent tout de même à survivre sont jetés dans les carrières de pierre de Syracuse où ils meurent à petit feu. Au final, l'expédition de Sicile est un désastre absolu. Athènes perd des milliers d'hommes, une flotte entière, mais surtout le prestige accumulé depuis des décennies. En réalité, c'est surtout le début de son déclin. Julien face à la Perse. Avançons maintenant de plusieurs siècles. Nous sommes désormais en 363 de notre ère. L'Empire romain est encore puissant, mais ses grandes conquêtes sont loin derrière lui. En effet, depuis l'époque de Trajan, soit 2 siècles et demi plus tôt, Rome n'a cessé de combattre pour maintenir ses frontières. Terminées désormais les campagnes militaires destinées à étendre l'Empire, et c'est justement cela qui frustre profondément l'empereur Julien. Julien veut en effet ramener Rome à ses heures de gloire, raison pour laquelle sa cible devient la Perse sassanide, l'un des seuls empires que Rome n'a jamais vraiment réussi à soumettre. Il part donc de la ville d'Antioche le 5 mars 363 avec une armée d'environ 65 000 hommes. Parallèlement, une deuxième force de 30 000 soldats doit avancer par le nord. Enfin, une flotte de 1100 navires transporte de son côté vivres et équipements. Les débuts sont prometteurs, et pour cause, l'armée enfonce les défenses sassanides les unes après les autres, prend des avant-postes, des forteresses, mais aussi des villes. Ainsi en mai, il est déjà aux portes de Ctésiphon, la capitale perse. Une petite victoire en race campagne donne des ailes aux Romains, sauf que les portes de la ville restent fermées pour de bon. Et c'est là que Julien se retrouve véritablement coincé, car les murailles de Ctésiphon sont trop épaisses pour être prises d'assaut. De plus, la fameuse deuxième armée romaine ne s'est toujours pas montrée.
Dans le même temps, le roi de Perse, Shapur II, approche avec des forces fraîches. Julien doit donc prendre une décision, et vite. Malheureusement pour lui, il en prend une que l'histoire lui reprochera longtemps. Il fait ainsi détruire la quasi-totalité de ses navires, avec les réserves et une grande partie du matériel de siège qu'il transporte. Son objectif est simple, empêcher toute retraite et contraindre son armée à remporter une bataille décisive contre Shapur II en race campagne, plutôt que de s'épuiser dans un long siège devant la capitale perse. Sauf que les Perses n'ont aucune envie de livrer cette bataille. Résultat, ces derniers se retirent en brûlant tout ce qui pourrait nourrir les Romains, puis se contentent de frapper les flancs et les arrières avec de petites unités rapides. Jamais de front, jamais de choc décisif, juste du harcèlement constant. Dès lors, l'armée romaine avance dans un territoire dévasté, sans ravitaillement et surtout sous une chaleur écrasante. Puis le 26 juin 363, lors d'un accrochage, Julien se précipite au combat sans avoir pris le temps d'enfiler son armure. Manque de chance, une lance le transperce et il meurt quelques heures plus tard. À partir de ce moment-là, son successeur, Jovien, est élu sur le champ par l'armée. Et sa première décision est sans appel, à savoir signer la paix à n'importe quel prix. Les conditions, justement, elles sont plutôt humiliantes. Rome doit céder 5 régions, abandonner une ville stratégique majeure, mais également promettre de ne plus aider l'Arménie, permettant aux Perses d'y accroître fortement leur influence dans les années suivantes. Au bout du compte, une campagne censée restaurer la gloire romaine a finalement accéléré son déclin. La 5e croisade. Pour comprendre la 5e croisade, il faut d'abord comprendre ce que sont les croisades elles-mêmes et surtout pourquoi elles existent. En effet, depuis le 7e siècle, Jérusalem est sous domination musulmane. Pour les chrétiens d'Europe, c'est un affront douloureux, disons-le franchement. La ville où Jésus a vécu, prêché et selon leur foi ressuscité est de plus en plus inaccessible aux pèlerins. Et ce, suite à la prise de Jérusalem par l'Empire seldjoukide en 1071, puis aux changements de contrôle qui suivent. Conséquence, les guerres, l'insécurité et les tensions dans la région compliquent fortement les pèlerinages. C'est dans ce contexte qu'en 1095, le pape Urbain II lance un appel à la guerre sainte pour reprendre Jérusalem. C'est tout simplement la première croisade. Et contre toute attente, elle réussit. Effectivement, en 1099, les croisés prennent Jérusalem et y fondent un royaume chrétien. Mais tenir cette ville au milieu d'un monde islamique hostile est une autre affaire. Ainsi, un siècle plus tard, en 1187, Saladin, le grand chef militaire de l'époque, reprend Jérusalem. La troisième croisade, conduite notamment par le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion, parvient certes à récupérer des ports et des territoires côtiers, mais pas Jérusalem. La ville reste toujours aux mains des musulmans. Voilà donc l'état des choses quand la 5e croisade prend forme au début du XIIIe siècle. Jérusalem est donc perdue, même si le royaume de Jérusalem existe encore. Enfin, c'est vite dit puisqu'il s'agit d'un état réduit, serré entre la mer et des voisins hostiles. Par ailleurs, les croisades précédentes ont montré qu'attaquer directement la Terre Sainte ne fonctionne pas bien. Il faut donc une stratégie différente. C'est précisément ici que la 5e croisade se distingue des précédentes. Le plan est réellement réfléchi. Au lieu de foncer la tête première sur Jérusalem, les croisés vont d'abord attaquer l'Égypte. Mais pourquoi l'Égypte? Eh bien tout simplement parce que c'est le cœur de la puissance islamique de la région à cette époque. Si l'Égypte tombe, le monde musulman perd son principal soutien et négocier la restitution de Jérusalem depuis une position de force devient possible. Ainsi, en 1218, la flotte croisée débarque dans le delta du Nil. La cible immédiate est Damiette, un grand port fortifié. Le siège est difficile car la ville est bien défendue, la chaleur accablante et les maladies nombreuses. Malgré cela, les croisés tiennent bon et progressent. Puis, un événement inattendu survient. Le sultan d'Égypte, Al-Adil, meurt en effet pendant le siège. Son fils, Al-Kamil, lui succède dans une situation extrêmement délicate. La garnison de Damiette résiste encore, mais Al-Kamil sait que la ville ne tiendra pas éternellement. C'est alors qu'il fait une offre généreuse même. Il propose en effet aux croisés Jérusalem, la majeure partie des territoires perdus du royaume de Jérusalem, une trêve de 30 ans et même un fragment de la vraie croix, la relique la plus précieuse du monde chrétien, capturée par Saladin en 1187. Al-Kamil n'a pas envie de mourir pour Damiette, il préfère la donner contre la paix.
Jean de Brienne, roi titulaire du royaume de Jérusalem, est immédiatement favorable. Après tout, c'est Jérusalem qu'il veut, et on la lui offre sur un plateau. Plusieurs grands chefs croisés partagent également cet enthousiasme, sauf qu'il y a un autre homme à la table des négociations, un certain Pelagius Galvani, cardinal et légat du pape. En d'autres termes, le représentant officiel de Rome, avec l'autorité de négocier et de décider au nom du pontife. Or, Pelagius refuse catégoriquement l'offre. Pourquoi un tel refus face à des conditions aussi favorables? Eh bien, la réponse tient dans la façon dont Pelagius voit l'histoire. En effet, la première croisade avait accompli ce que tout le monde croyait impossible. Une armée d'Européens épuisés, à bout de force, avait traversé le Levant et pris Jérusalem malgré tout. Pour Pelagius, c'était la preuve que Dieu aidait les croisés quand ils avaient suffisamment foi. Dès lors, accepter un compromis, c'était selon lui manquer d'ambition, de foi, mais également de confiance en Dieu. Il était convaincu que les croisés pouvaient faire encore mieux, prendre non seulement Jérusalem, mais également toute l'Égypte. Au final, transformer cette campagne en une victoire totale. Et puis, l'empereur du Saint-Empire germanique, Frédéric II, avait promis d'envoyer des renforts considérables. Avec ces renforts, tout deviendrait possible. Sauf que ces mêmes renforts ne devaient jamais arriver. En effet, Frédéric II préfère consolider son pouvoir. Devenu empereur en 1220, il fait effectivement face à des problèmes politiques en Allemagne et surtout en Sicile, des problèmes qu'il juge prioritaires à la croisade. Pélagius, qui avait rejeté l'offre d'Al-Kamil en comptant sur l'arrivée de ses renforts, décida donc de patienter. Damiette finit par tomber en novembre 1219 et c'est bien une véritable victoire. Sauf qu'au lieu d'exploiter cet avantage pour négocier en position de force, les croisés s'installent dans la ville et attendent l'arrivée de Frédéric II. Les semaines passent, puis les mois. Pourtant, l'empereur ne vient toujours pas. Pendant ce temps, Al-Kamil met ce répit à profit pour réorganiser son armée et renforcer ses positions. À plusieurs reprises, il renouvelle ses offres de paix, mais chaque fois, Pélagius les rejette. Ce n'est qu'en juillet 1221, avec 2 ans et demi de retard sur le moment idéal pour agir, que Pélagius finit par décider de marcher sur le Caire. Mais entre-temps, les conditions ont radicalement changé. Les renforts promis ne sont toujours pas là, et surtout le terrain entre Damiette et le Caire est un piège géographique que personne dans le camp croisé ne comprend vraiment. En effet, l'Égypte vit au rythme du Nil. C'est un pays de canaux, de bras de fleuve et de terres inondables. Or, en juillet, le fleuve entre en crue. Al-Kamil le sait, et c'est pour cela qu'il laisse les croisés s'enfoncer dans le delta, puis fait ouvrir les canaux d'irrigation. Très vite, les eaux montent, les routes disparaissent et les lignes d'approvisionnement sont coupées. Conséquence, les vivres sont perdus et tout mouvement devient impossible. L'armée croisée se retrouve piégée, encerclée à la fois par les eaux, mais également par les troupes égyptiennes, incapables d'avancer comme de battre en retraite. Pélagius n'a alors plus d'autre choix que de négocier, mais cette fois, il le fait depuis une position de faiblesse absolue. Al-Kamil n'a plus aucune raison de se montrer généreux. Les croisés doivent restituer Damiette et quitter l'Égypte les mains vides. Oublier Jérusalem, les nouveaux territoires, ou bien encore les reliques. Il ne reste plus que leurs yeux pour pleurer. Au fond, l'ironie est cruelle. Si Pélagius avait accepté la première offre en 1219, il aurait obtenu tout ce qu'il refusait d'accepter 2 ans plus tard. Et bien plus encore. La 5e croisade est le cas d'école absolu d'une victoire transformée en défaite par un seul homme convaincu d'avoir raison contre toute évidence. Kublai Khan et le Japon. Au XIIIe siècle, les Mongols ont bâti le plus grand empire terrestre de l'histoire. De la Chine jusqu'au Danube, presque tout le monde leur a cédé. Pourtant, il reste un pays qui ignore leurs demandes de soumission et refuse catégoriquement de payer tribut, et ce pays, c'est le Japon. Raison pour laquelle Kublai Khan, petit-fils de Gengis, s'en irrite de plus en plus. Ainsi, en 1274, il envoie à cet effet une première expédition militaire. Environ 40 000 hommes et 900 navires. La force est composée principalement de soldats chinois et coréens, sous commandement mongol. D'abord, elle débarque sur les îles intermédiaires de Tsushima et Iki, qui tombent rapidement. Puis, elle touche terre au Japon proprement dit, dans la baie de Hakata. Ce qui suit est un choc pour les guerriers japonais. En effet, les Mongols ne combattent pas vraiment comme eux. La culture guerrière japonaise de l'époque valorise les combats individuels, les exploits personnels et les défis lancés d'homme à homme. Les Mongols, eux, ne fonctionnent pas comme ça.
Au contraire, ils combattent en formation serrée, lancent des volées de flèches en masse, communiquent par tambour et cymbales. Mais par-dessus le marché, ils utilisent également des projectiles explosifs. En fait, des sortes d'enveloppes de céramique ou de métal remplies de poudre à canon et de fragments de métal projetés par catapulte. Les Japonais n'ont jamais vu ça, pour eux, le choc est immense. Pourtant, alors que tout semble aller dans le bon sens pour les assaillants, la force mongole se retire. Pourquoi ? Eh bien, pour être honnête, on ne le sait pas vraiment avec certitude. À noter que l'un des commandants mongols était blessé. À cela s'ajoute la crainte de contre-attaques nocturnes qui était peut-être réelle. Quoi qu'il en soit, cette retraite, déjà une erreur en soi, se transforme en catastrophe quand la flotte est prise dans une tempête au large, subissant des pertes sévères. 7 ans plus tard, Kublai décide de revenir et de se venger du Japon. Cette fois, il met le paquet avec près de 140 000 hommes. Sauf que les Japonais ont utilisé ces 7 années pour fortifier massivement la baie de Hakata, y construisant de grands murs défensifs. Résultat, les Mongols ne peuvent pas débarquer dans de bonnes conditions. Et alors qu'ils patientent au large, incapables de trouver une brèche dans la défense japonaise, un terrible typhon frappe leur flotte. Cette dernière est quasiment détruite et les survivants qui échouent sur les côtes sont tout simplement tués. Au final, c'est une catastrophe totale. À noter que les Japonais appellent ce typhon divin le kamikaze, c'est-à-dire le vent des dieux. Un nom que l'histoire allait retenir quelques siècles plus tard, mais dans une autre guerre et un contexte bien différent. Le grand siège de Malte. En 1565, l'Empire ottoman est à l'apogée de sa puissance. Il a en effet absorbé les derniers vestiges de l'Empire romain d'Orient, conquis les Balkans, le Levant, mais également l'Afrique du Nord. Pourtant, il reste face à lui un minuscule archipel de 316 km² au milieu de la Méditerranée, en l'occurrence Malte. Et vu comme ça, le combat semble perdu d'avance. En réalité, les Ottomans vont commettre une erreur majeure. Non pas sous-estimer l'île elle-même, mais plutôt ceux qui la défendent, à savoir les chevaliers de Saint-Jean, un ordre militaire et religieux fondé à l'époque des croisades. Ce sentiment de supériorité ne vient pas de nulle part, il vient du fait que ces derniers ont été chassés de Rhodes par les Ottomans eux-mêmes, avant de s'installer à Malte, grâce à l'Espagne en 1530. Sauf que ces mêmes chevaliers n'ont pas chômé depuis lors. Résultat, ils sont parvenus à transformer le grand port en une forteresse puissante, érigeant des bastions, multipliant les emplacements de canons et créant même plusieurs lignes de défense successives. Ils ont également fortifié les villes portuaires, entraîné la population locale et rempli leur corps d'officiers avec des nobles venus de toute la chrétienté. Ainsi, le 18 mai 1565, les premiers coups de feu éclatent. Les Ottomans ont amené environ 40 000 hommes. Les défenseurs dans les fortifications sont quant à eux au maximum 6 100. L'écart est immense. Mais les Ottomans commettent une erreur classique. En effet, ils attaquent frontalement le point le plus fort, à savoir le grand port, plutôt que de chercher un endroit moins bien défendu. C'est ainsi que Fort Saint-Elme, qui garde l'entrée du port, résiste seul pendant 29 jours. Et quand il tombe enfin, presque tous ses défenseurs sont morts et la structure n'est plus qu'un tas de pierres. C'est alors que les Ottomans réalisent l'ampleur de leur problème. Saint-Elme n'était en fait que la première couche du grand port. En fait, il en reste 2 autres, encore debout et franchement combatives. Assaut après assaut, par terre et par mer, les Ottomans s'épuisent. En effet, chaque attaque leur coûte des hommes, des munitions et du moral. Puis, le 7 septembre, la relève arrive enfin. En l'occurrence, 8500 soldats espagnols frais envoyés depuis la Sicile, ce qui permet 4 jours plus tard une contre-attaque combinée des renforts et des défenseurs qui brise complètement la ligne ottomane. Dès lors, les assiégeants abandonnent le siège et disparaissent dans la nuit. Les pertes ottomanes sont absolument catastrophiques. Certaines estimations parlent de 87% des effectifs engagés. Pour une puissance qui avait semblé invincible, c'est un véritable choc. La plupart des historiens s'accordent à dire que Malte marque le début du déclin ottoman, non pas parce que la défaite est matériellement décisive, mais bien parce qu'elle brise l'idée que l'Empire ottoman était inarrêtable. L'armada espagnole. En 1588, Philippe II d'Espagne assemble la plus grande flotte que l'Europe ait jamais vue. En l'occurrence 138 navires, 8000 marins et environ 19 000 soldats. La cible est claire, l'Angleterre. Car à cette époque, religion et politique y sont indissociables, surtout depuis l'accession au trône d'Élisabeth Ier.
Bref, les tensions entre l'Espagne catholique et l'Angleterre protestante sont à leur comble. Et surtout, l'Angleterre d'Élisabeth Ier soutient activement la révolte protestante dans les Pays-Bas, alors sous domination espagnole, des corsaires anglais, c'est-à-dire des pirates opérant avec la bénédiction de la couronne, rançonnent les navires marchands espagnols. Pour Philippe II, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le plan est donc de traverser la Manche, de retrouver les soldats du duc de Parme stationnés dans les Pays-Bas, de les débarquer en Angleterre avant de marcher sur Londres en vue de renverser Élisabeth et de remettre l'Angleterre dans le giron catholique. À première vue, l'Angleterre n'a que 34 vrais navires de guerre et des centaines de bateaux marchands improvisés. La comparaison des forces semble écraser toute chance de résistance. Pourtant, les Anglais ont deux avantages décisifs. D'abord, leurs marins. En effet, la marine anglaise de cette époque est composée de gens qui connaissent la mer mieux que personne, habitués aux côtes dangereuses et aux eaux imprévisibles de la Manche et de l'Atlantique. Ensuite, leur tactique, en effet. Plutôt que de rechercher l'affrontement direct, l'amiral Howard, épaulé par le célèbre Francis Drake et d'autres capitaines chevronnés, choisit de harceler l'armada à distance. Les Anglais frappent rapidement, capturent ou détruisent quelques navires au passage, puis se replient aussitôt, semant la confusion sans jamais offrir de cible fixe. À cela s'ajoute le fait que lorsque l'armada arrive au large de Calais, pour retrouver donc le duc de Parme, celui-ci n'est toujours pas prêt. Résultat, la flotte mouille l'ancre et doit attendre. Or, cette attente offre aux Anglais ce qu'ils espèrent depuis le début. Dans la nuit du 7 août, ils lancent ainsi 8 brûlots dans le port, c'est-à-dire des navires abandonnés chargés de matériaux inflammables auxquels on a mis le feu. Les capitaines espagnols, pris de panique, coupent leurs câbles d'ancre pour fuir, brisant toute formation. Dès le lendemain matin, la flotte espagnole est éparpillée en petits groupes isolés. La bataille de Gravelines tourne à l'avantage anglais. L'armada tente alors de rentrer par le nord, contournant l'Écosse et l'Irlande. Mais c'est là que la mer achève ce que les Anglais avaient commencé. Des tempêtes violentes s'abattent sur la flotte dispersée, coulant navire après navire. Au final, sur les 138 vaisseaux partis d'Espagne, 67 seulement rentrent. C'est une humiliation retentissante pour la puissance espagnole. Charles XII et la Russie. On connaît Napoléon en Russie, on connaît Hitler en Russie. En revanche, on connaît moins Charles XII de Suède, qui, un siècle avant Napoléon, a eu la même idée folle, avec au final le même résultat. En effet, la Suède du début du XVIIIe siècle n'a rien à voir avec le pays calme d'aujourd'hui. C'est une véritable puissance militaire expansionniste qui domine la Baltique. Charles XII monte sur le trône à 17 ans en 1697 et en 1700, il se retrouve attaqué de toutes parts, en l'occurrence la Russie, le Danemark et la Saxe qui déclarent simultanément la guerre à la Suède, espérant ainsi profiter de la jeunesse et de l'inexpérience du nouveau roi. Pourtant ce calcul va se révéler inexact. Et pour cause, Charles XII s'avère être un chef militaire exceptionnel. Il bat en effet le Danemark rapidement, force la Saxe à capituler en 1706 et accumule bien d'autres victoires. Et tout naturellement, en 1707, il tourne son regard vers la Russie, en fait, la dernière adversaire encore debout. Et il faut l'avouer, les débuts sont plutôt encourageants. Charles remporte des victoires initiales et enfonce carrément la résistance russe. Sauf que les Russes appliquent alors ce qui deviendra au final leur tactique classique contre les envahisseurs, à savoir la retraite systématique en brûlant tout ce qui pourrait nourrir ou équiper l'ennemi. Résultat, pas de grande bataille décisive, juste une retraite continue qui épuise littéralement l'assaillant. Puis, le coup de grâce arrive à l'automne 1708. La grande colonne de ravitaillement suédoise, conduite par un général nommé Leeuwenhopt, est attaquée et défaite par les Russes. Pas de chance, Charles perd non seulement des hommes, mais également des munitions et des vivres au pire moment. Dès lors, pour compenser, il pivote vers le sud et entre en Ukraine, espérant trouver du renfort auprès d'un chef cosaque, un dénommé Ivan Mazepa, qui s'oppose à la domination russe. Sauf que ce même Mazepa ne peut fournir que peu de choses, et sûrement pas les hommes ainsi que les réserves espérées. Finalement, le 8 juillet 1709, à Poltava, les Russes passent à l'offensive. Charles, blessé au pied depuis plusieurs jours, commande depuis une litière.
Malgré tout, il ordonne une attaque frontale contre des positions russes bien fortifiées. Il s'agit là d'une erreur gravissime. Et pour cause, l'assaut suédois perd toute cohésion et s'effondre comme un château de cartes. Charles s'échappe de justesse avec une poignée d'hommes vers le territoire ottoman, où il passera des années à tenter, sans succès, d'entraîner les Turcs dans la guerre. Il rentre finalement en Suède en 1714 pour trouver son empire grignoté par ses ennemis. Il lance alors une dernière campagne en Norvège, où il est tué d'une balle en 1718. Au final, la Suède sortira de cette guerre amputée d'une grande partie de son empire baltique, et malheureusement pour elle, elle ne sera plus jamais une grande puissance militaire. La campagne de Walcheren. L'histoire de la campagne de Walcheren est d'abord l'histoire d'un plan qui avait du sens, mais qui au final fut ruiné par des hommes qui ne pouvaient pas se supporter. Mais reprenons depuis le début, nous sommes en 1809 et la guerre contre Napoléon est dans une phase critique. En effet, l'Autriche vient d'entrer de nouveau en guerre contre la France et elle espère bien que d'autres puissances viendront l'aider. La Grande-Bretagne, voilà une occasion en or. Après la bataille de Trafalgar en 1805, elle sait que la marine française a perdu sa capacité de rivaliser avec sa Royal Navy en mer ouverte. Sauf que Napoléon reconstruit activement sa flotte dans les ports et chantiers navals de l'Escaut, le grand fleuve qui traverse les Pays-Bas actuels. Les Anglais élaborent alors un plan simple, mais redoutablement efficace. Détruire les chantiers navals français afin d'empêcher la France de reconstruire une flotte capable de menacer l'Angleterre avant de longues années. Et tant qu'à faire, s'emparer d'Anvers, ce grand port stratégique dont le contrôle constituerait un avantage militaire majeur. Le plan est donc triple. Détruire les chantiers navals, et prendre Anvers si possible, mais également créer une diversion qui soulagerait l'Autriche en forçant Napoléon à détourner des troupes vers les Pays-Bas. Ainsi, la force assemblée pour cette mission est la plus grande que la Grande-Bretagne ait jamais envoyée sur le continent. 39 200 soldats, 35 navires de ligne, 23 frégates et 350 navires de transport. Un effort colossal pour la Grande-Bretagne. Et pour la commander, Londres choisit 2 hommes, John Pitt, le comte de Chatham, pour les forces terrestres, Sir Richard Strachan pour la flotte. Ces 2 noms ne vous disent probablement rien, et ce n'est sans doute pas un hasard. Mais ce qui pose vraiment problème dans cette histoire, c'est qu'ils se haïssent cordialement. Attention, pas une antipathie professionnelle ordinaire, au final le genre de friction qui existe dans toute hiérarchie. Non, là il s'agit plutôt d'une incompatibilité profonde, personnelle et viscérale, qui rend toute coordination entre les 2 commandants presque impossible. Or, cette campagne avait absolument besoin de vitesse et de coordination. Le temps était le véritable ennemi. En effet, il fallait frapper vite avant que Napoléon ne réagisse, avant que les chantiers navals ne soient renforcés, mais également avant que des troupes françaises supplémentaires ne verrouillent Anvers. En fait, chaque jour d'hésitation donnait à l'adversaire le temps de se préparer. La première phase du plan britannique commence plutôt bien. Le débarquement fin juillet 1809 rencontre effectivement peu de résistance. Et la ville fortifiée de Flushing, qui gardait l'embouchure de l'Escaut, tombe au bout de 11 jours. C'est une vraie victoire et qui plus est, obtenue rapidement. Le moment est donc idéal pour foncer vers Anvers. Pourtant, rien ne se passe, car Chatham et Strachan ne s'entendent tout simplement pas sur la suite. Conséquence, pendant que les 2 chefs se disputent, le vent tourne et devient contraire, rendant difficile pour la flotte de remonter l'Escaut vers l'intérieur. Et pendant ces précieuses journées perdues, Jean-Baptiste Bernadotte, l'un des maréchaux de Napoléon, arrive lui à Anvers avec des renforts conséquents. Bref, l'effet de surprise est perdu et l'ennemi est désormais fin prêt. Mais le coup le plus rude vient d'ailleurs. En effet, le 12 juillet, l'Autriche signe la paix avec Napoléon après sa défaite écrasante à la bataille de Wagram. L'un des 3 objectifs de la campagne vient tout simplement de disparaître, car il n'y a plus d'Autriche à soulager. La raison stratégique principale de toute l'expédition n'a plus du tout lieu d'être. Dès lors, Londres aurait très bien pu ordonner le retrait immédiat. Au lieu de ça, les troupes restèrent sur l'île de Walcheren. Et cette île de Walcheren, il faut comprendre ce que c'est réellement. C'est en fait une île basse, marécageuse, couverte de zones humides et de canaux d'irrigation, balayée par le vent marin à l'embouchure d'un estuaire. En été, c'est un véritable bouillon de culture, parfait pour toutes les maladies véhiculées par l'eau stagnante et les moustiques. Les Romains qui avaient déjà fait campagne dans ce type de terrain connaissaient parfaitement le danger. Les Britanniques de 1809, quant à eux, semblent le découvrir bien trop tard.
Alors la fièvre de Walcheren commence à frapper dès la mi-août. En fait, il ne s'agit pas d'une seule maladie, mais plutôt d'un ensemble de maux. Paludisme, dysenterie, typhus ou encore typhus intestinal. Bref, tout ce qu'un corps humain mal nourri et exposé à une eau contaminée peut attraper simultanément. Résultat, les hommes tombent par centaines, puis par milliers. Au 3 septembre, ce sont près de 8000 soldats qui sont déjà hors de combat. Fin octobre, les malades sont même plus nombreux que les valides. Les conséquences pour nos deux brillants stratèges britanniques ne se font pas attendre. Le général Chatham est rappelé en Angleterre en disgrâce à la mi-septembre. Il laisse derrière lui 16 000 hommes sous le commandement de Sir Eyre Coote. Tandis que Londres se pose encore la question de savoir si l'île vaut la peine d'être gardée. La réponse est clairement non. Sauf qu'il aura fallu des semaines pour que cette évidence finisse par s'imposer. Finalement, en novembre, l'ordre arrive de tout détruire et de partir. Les installations portuaires de Flushing sont donc sabotées, les docks, les bassins, mais aussi les fortifications. Les troupes embarquent et les derniers soldats quittent ainsi l'île en décembre 1809. Le bilan est plutôt accablant. Environ 4000 morts britanniques, dont la quasi-totalité victimes de la maladie. Des milliers d'autres souffrent de séquelles durables. Certains portent même les effets de la fièvre de Walcheren pendant des années. En termes de résultats obtenus, la campagne n'a détruit qu'un seul port secondaire. Les chantiers navals d'Anvers sont toujours intacts et la menaçante flotte napoléonienne continue bel et bien de se construire. Quant à l'Autriche, pour laquelle tout avait été organisé, le plus ironique dans toute cette affaire, c'est que les Anglais auront fait tout ça pour rien. Quelques mois plus tard, Napoléon épouse en effet Marie-Louise d'Autriche, scellant une alliance avec l'Empire autrichien. Le principal adversaire de la France sur le continent devient alors, tout du moins provisoirement, son allié. Au final, la campagne de Walcheren tourne au fiasco, non pas à cause du plan lui-même, mais parce que ces deux commandants sont incapables de s'entendre. L'hésitation fait perdre un temps précieux, et quand les Britanniques réagissent enfin, il est déjà trop tard. Chatham et Strachan resteront longtemps cités comme l'exemple d'un commandement divisé menant une armée au désastre. La boucherie de Gallipoli. En 1915, la Première Guerre mondiale est dans une impasse totale sur le front occidental. Les tranchées s'étendent de la mer du Nord à la Suisse et rien ne semble bouger. C'est dans ce contexte que Winston Churchill, alors premier lord de l'Amirauté, a une idée audacieuse pour briser ce blocage. Il sait que l'Empire ottoman, l'un des alliés de l'Allemagne, est, disons-le, plutôt affaibli. Son armée est en effet vieillissante, son économie en crise et son territoire traversé par des populations révoltées. Dès lors, attaquer la Turquie permettrait de l'éliminer de la guerre, d'ouvrir une route maritime vers la Russie, mais surtout de prendre les Allemands par le flanc sud. La première tentative est navale. En mars 1915, une flotte alliée tente ainsi de forcer le détroit des Dardanelles à coups de canon. Mais le 18 mars, 3 cuirassés sont coulés par des mines et des batteries côtières. C'est un désastre qui va forcer à changer de stratégie. On décide alors de débarquer des troupes sur la péninsule de Gallipoli pour prendre les forts par la terre. Ainsi, le 25 avril 1915, 2 groupes débarquent, les Britanniques et les Français, au Cap Helles au sud, les Australiens et les Néo-Zélandais plus au nord, à ce qui deviendra l'anse de l'Anzac. Le problème est que l'échec de l'attaque navale a totalement alerté les Ottomans. En effet, ils savent pertinemment que des débarquements sont imminents et ils se sont préparés en conséquence. Un général allemand, un certain Liman von Sanders, est en charge de coordonner la défense. Et un commandant divisionnaire ottoman, le fameux Mustafa Kemal, futur Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, va se révéler brillant sur le terrain. À noter que le choix des zones de débarquement sont absolument catastrophiques. L'anse de l'Anzac est en effet un véritable labyrinthe de ravins et de crêtes, idéal pour la défense. Résultat, les Ottomans bloquent les avancées dès les premiers jours. En quelques heures, ce qui devait être une percée rapide devient une autre série de tranchées. Pourtant, les Alliés continuent quand même de s'entêter. Pendant des mois, des attaques répétées s'écrasent en effet contre les positions ottomanes. Puis, en août, une nouvelle tentative débarque 20 000 hommes supplémentaires à Souvla. Sauf que les chefs traînent les pieds, n'occupent pas les hauteurs disponibles et surtout laissent aux Ottomans le temps de réagir. Résultat, la percée n'a pas lieu.
la seule partie vraiment réussie de toute la campagne est le retrait, organisé avec une ingéniosité remarquable. En effet, les hommes sont évacués par phase, en silence. Comment? Eh bien grâce à ce stratagème. Pour faire croire que la ligne tient toujours, les soldats installent en ce sens des fusils déclenchés par des bidons d'eau percés. En se vidant lentement, ils provoquent des tirs espacés pendant plusieurs heures, suffisamment longtemps pour couvrir l'évacuation des tranchées. Finalement, en janvier 1916, le dernier soldat allié quitte le sol ottoman. Environ 50 000 morts alliés pour rien. Plus d'un siècle après les combats, Gallipoli continue d'être commémoré chaque 25 avril lors de l'Anzac Day. En Australie, en Nouvelle-Zélande et même en Turquie, cette bataille reste l'un des épisodes les plus marquants de leur histoire nationale. L'Afghanistan et l'URSS. Terminons avec une leçon que l'histoire semble devoir répéter indéfiniment. Cette fois-ci, direction l'Afghanistan. Non pas celui de 2001 et des États-Unis, mais celui de 1979 et de l'Union soviétique. En effet, en 1978, une révolution marxiste-léniniste renverse le gouvernement afghan. Sauf que le nouveau régime, à peine installé, commence déjà à perdre le contrôle du pays face à une insurrection massive. Les soviétiques, qui partagent une longue frontière avec l'Afghanistan et ne veulent pas voir un État allié s'effondrer, décident en conséquence d'intervenir. Ainsi, le 24 décembre 1979, les troupes soviétiques entrent en Afghanistan. La campagne initiale est rapide et efficace. Des unités aéroportées et des forces spéciales s'emparent des points stratégiques à Kaboul en quelques heures. Puis, le 27 décembre, des commandos prennent d'assaut le palais présidentiel, tuent le dirigeant en place et installent un homme, disons, plus coopératif à sa place. Les autres grandes villes, les aéroports, mais aussi les routes principales, sont désormais sous contrôle soviétique en quelques jours. Pourtant, c'est là que tout va déraper. Car Kaboul ne représente pas la totalité de l'Afghanistan. Les montagnes, les vallées, les villages, là où même l'État afghan n'a jamais vraiment eu d'emprise, ne sont pas aux mains des soviétiques. Et c'est justement ces zones rurales qui vont refuser massivement l'occupation. Dès lors, une insurrection s'organise, portée par les fameux Moudjahidines. Ces combattants ne cherchent pas à affronter l'armée rouge dans une bataille rangée. Au contraire, ils tendent des embuscades, font sauter des convois, attaquent des patrouilles, puis disparaissent dans les montagnes. Impossible à fixer, impossible à détruire complètement. De plus, ils reçoivent une aide extérieure considérable, les États-Unis, l'Arabie saoudite, mais aussi le Pakistan qui fournissent argent, armes et formation. En particulier, les missiles sol-air Stinger qui rendent les hélicoptères soviétiques vulnérables et qui privent ainsi l'armée rouge d'un avantage tactique décisif. Pendant 10 ans, l'impasse dure. L'armée soviétique tient les villes et les routes. Les Moudjahidines tiennent quant à eux les campagnes. Aucun des deux camps ne parvient à l'emporter. Les pertes soviétiques s'accumulent et le coût financier est énorme. Résultat, à mesure que les cercueils reviennent en Union soviétique, il devient de plus en plus difficile de convaincre la population du bien fondé de l'intervention. Finalement, en 1988, sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, le retrait commence. C'est ainsi que les derniers soldats soviétiques quittent l'Afghanistan en février 1989. Bilan, 15 000 soviétiques morts, un régime communiste qui survivra quelques années encore avant de s'effondrer en 1992. Mais surtout, un pays afghan dévasté qui n'a rien gagné dans l'affaire. Une dernière anecdote avant de se quitter, on reste en Afghanistan, mais cette fois-ci en 1842, pendant la première guerre anglo-afghane. C'est là qu'une colonne d'environ 16 000 personnes, composée de soldats britanniques, de leurs familles et de civils, quitte Kaboul pour rejoindre Jalalabad, situé à seulement 140 km. Sauf que vous vous doutez bien que ça va tourner au cauchemar. En effet, pris dans la neige, harcelés sans relâche par les combattants afghans et incapables de se ravitailler, les membres de la colonne sont presque tous tués ou capturés. Quelques jours plus tard, un seul homme, le docteur militaire William Brydon, parvient à atteindre les lignes britanniques. Gravement blessé, son arrivée devient le symbole de l'une des retraites les plus catastrophiques de l'histoire militaire. Voilà, si ce documentaire vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner ou bien encore à liker et booster la vidéo. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement. À bientôt.